Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver dans cette vidéo, c'est Romain Bayeul, bienvenue sur notre chaîne YouTube si vous me découvrez. Aujourd'hui je vous propose un format de vidéo un petit peu spécial puisque je vais vous parler de l'or physique, pourquoi c'est intéressant à mon avis d'investir dans l'or physique. Donc je vous ai préparé un petit PDF, on va voir ça ensemble, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à m'ajouter sur Instagram. C'est juste en bas, Romain-Trader. Mais hier, j'ai acheté un peu d'or physique. Je vous le montre, je vous l'ai ramené ici. Donc, j'ai acheté 3 petits lingots de 20 grammes qui sont là. Ça se présente un peu comme une carte Pokémon, en fait, avec un lingot à l'intérieur. C'est numéroté, c'est plutôt pas mal. Et également un plus gros de 50 grammes. Donc, j'en ai pour 110 grammes. Ça fait à peu près 5000 euros à peu près si on devait convertir. Voilà, donc ça faisait longtemps que je voulais investir dans du gold. J'ai attendu un signal sur mes graphiques et j'ai aussi investi donc évidemment dans mon compte de trading, mais aussi en physique. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi, quels sont mes arguments. L'objectif, voilà, on va essayer de faire ce genre de vidéo assez régulièrement sur différents sujets de diversification parce que le trading c'est génial, les divergences, les vagues de Wolf, tout ça. Maintenant, voilà, on va toujours dans cet esprit de diversification essayer de parler autre chose. Et on parle ce soir du gold. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'or. Je vous laisserai, si vous avez envie de télécharger ce PDF, je vous le mettrai peut-être à disposition dans les commentaires de la vidéo. Voilà, je vous raconte un peu tout, que finalement l'or a toujours été finalement une sorte de monnaie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit. Alors, c'est depuis 71 en fait que Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité de dollars en or. Mais avant ça, on pouvait échanger ces dollars contre dollars à tout moment aux États-Unis. Et finalement, c'est vrai que dans toutes les civilisations, en fait, on se servait de l'or pour payer. Les pièces étaient en or et c'était la vraie valeur. Voilà. Aujourd'hui, donc je vous laisserai si vous voulez lire ça tranquillement. Je ne veux pas aller trop vite, mais voilà, on ne va pas lire le PDF dans cette vidéo. Je vais essayer de rendre le truc un peu plus vivant. Depuis peu d'années, on est en devises papier qui sont finalement plus convertibles. Et en fait, on fait entièrement confiance à notre système bancaire. Ça veut dire que la valeur d'un billet de 50 euros dépend uniquement de la confiance qu'on accorde au système bancaire actuel. On a bien compris qu'en soi, un billet de 50 euros, ça ne vaut pas 50 euros. Je vous parle en valeur intrinsèque. Un billet, c'est un morceau de papier qui vaut rien finalement. On fait confiance et il y a une phrase de Voltaire qui est intéressante qui dit que toutes les monnaies de papier retournent à leur valeur intrinsèque à un moment donné, c'est-à-dire zéro. Donc voilà, finalement, on est aujourd'hui dans un système monétaire qu'on n'a pas forcément choisi. C'est pour ça aussi qu'on a les crypto-monnaies qui cartonnent, on va dire, auprès des gens un petit peu anti-système, etc., etc. Moi, j'adore le Bitcoin et je ne suis pas forcément anti-système non plus, mais ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une certaine popularité des crypto-monnaies, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus confiance au système bancaire actuel, surtout depuis la crise des subprimes, la crise de 2008. Mais voilà, est-ce qu'un jour, finalement, on aura de l'hyperinflation et que notre monnaie ne vaudra plus rien? Je pense. Sincèrement, je suis plutôt de ce côté-là. Maintenant, on n'est pas encore à la crise. Vous avez vu, les marchés aujourd'hui, ils se sont encore envolés. Le Nasdaq, il prend un 26. Le Standard & Poor's, il a fait un nouveau plus haut historique. Mais quoi qu'il en soit, on a connu quand même dans l'histoire de la monnaie, on a connu des périodes où justement il y avait de l'hyperinflation et où les monnaies ne valaient quasiment plus rien. Il y a eu surtout en 1923 en Allemagne, ça a d'ailleurs donné malheureusement l'élection de gens qui ont marqué l'histoire de façon extrêmement négative. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu ce genre de crise déjà. Et au Zimbabwe, il n'y a pas très longtemps, dans les années 2000, il y a eu de l'hyperinflation. Et donc voilà, est-ce qu'on va là-dessus ou pas? Aujourd'hui, notre monnaie, elle est dématérialisée, c'est vrai. La plupart des gens ont un compte bancaire, mais voilà, vous n'avez pas votre paye en cash, c'est-à-dire que vous recevez votre salaire sur votre compte de la banque, ce ne sont que des écritures informatiques, vous dépensez avec votre carte bleue. Ils veulent d'ailleurs faire disparaître le cash, et voilà, aujourd'hui il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de valeur intrinsèque à la monnaie. Et c'est ça pour moi le problème. Depuis le début du XXe siècle, je dis que le dollar américain, qui est la monnaie de réserve internationale, elle a perdu 99% de son pouvoir d'achat par rapport à l'or. Et ce qu'on peut constater, ça c'est un fait, c'est qu'on a un gros signal de perte de confiance dans le système monétaire actuel parce qu'on a des gros pays, que ce soit des pays émergents ou des grosses puissances, on peut parler de la Chine, on peut parler de la Russie par exemple, qui sont en train d'accumuler un maximum d'or. Ça on le sait, c'est prouvé par A plus B mathématiquement parlant. Les gros pays comme ça sont en train un maximum d'accumuler de l'or. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, vous connaissez l'histoire de la crise des subprimes, c'est finalement un problème au niveau des prix de l'immobilier et un problème au niveau
des défauts de crédit qui a déclenché avec effet boule de neige la crise des subprimes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, les banques centrales, plutôt que de régler le problème et de réglementer le secteur bancaire, le secteur bancaire est tellement gorgé de milliards de produits dérivés qui c'est une vraie bombe à retardement. Alors, je ne vais pas faire mon pessimiste comme certains youtubeurs ou vous dire que voilà, c'est la crise demain. Mais c'est vrai que quand on y regarde d'un peu plus près, toutes les banques sont à deux doigts de la faillite. On a encore dernièrement la Fed qui injecte des milliards encore dans le marché pour éviter certaines faillites. Et du coup, les banques centrales, ce qu'elles ont fait, et c'est pour ça que moi je commence à pas mal investir dans l'or physique, c'est vrai qu'on le constate, elles ont fait tourner ce qu'on appelle faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire injecter de l'argent dans l'économie, le QE, etc. Vous en avez parlé, alors je ne vais pas encore une fois rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, moi j'estime, et on est plusieurs à le penser, bien que le risque d'explosion du système monétaire actuel est encore plus important. Alors quel sera le pétard? Aujourd'hui, on a la Chine et les États-Unis qui sont copains de nouveau, donc c'est pour ça que les marchés montent. Mais à un moment donné, on aura quelque chose et vaut mieux se protéger maintenant. Alors, avant de vous parler des différentes façons d'acheter de l'or, je vous explique rapidement comment est décidé le prix. On a ce qu'on appelle un fixing, c'est-à-dire que l'or, il cote, c'est pas comme une action. Même si on a un gold qui monte et qui descend toute la journée, quand on regarde un graphique en 5 minutes sur notre broker, on voit que ça monte et que ça descend, il confronte l'offre et la demande. En réalité, il y a un organisme, c'est un organisme à Londres, c'est centralisé, qui décide du prix de l'or. Il y a 2 fixings par jour, à 10h30 et à 15h. C'est le LBMA qui a remplacé le London Gold Fix, qui était historique, qui dit voilà, 2 fois par jour, il regarde les vendeurs, il regarde les acheteurs, il décide, on fait ce qu'on appelle un fixing. Voilà, il dit ça vaut tant. Et ils expriment ça en once. Une once, c'est à peu près 30 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est important à le savoir. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau pour résumer ça. Vous pouvez le récupérer dans le PDF. Et finalement, il y a un cours quand même officiel pour les métaux précieux par les fournisseurs de données. C'est pour ça que sur des plateformes comme eToro, comme ProAltime, comme IG, comme FXM, comme machin, on peut trouver une cotation du gold. Et vu que c'est compté en dollars, on va aussi prendre en compte là-dedans la variation du dollar. C'est pour ça que quand le dollar monte ou baisse, on a des variations du gold en fait finalement. Mais la plupart des professionnels qui travaillent vraiment le gold, que vous alliez vous acheter du gold dans une boutique ou que la banque dans laquelle sont vos économies calcule, va regarder le fixing. En général, il regarde d'ailleurs le deuxième fixing. En ce qui concerne les différentes représentations d'or, là encore une fois, c'est pour votre culture, la base, c'est ce qu'on appelle les Good Delivery Bars. C'est des barres de 12,5 kg qui sont en fait de 400 onces, qui vont être la référence. Avec, il y a écrit dessus Good Delivery Bar, bon de livraison. Voilà, c'est la solution pour les grosses banques. Quand on regarde la Casa de Papel, la saison 3, avec les petits lingots, ça c'est moins vrai. Les grosses banques, elles ont plutôt des Good Delivery Bar de 12,5, donc c'est moins facile à transporter bien évidemment. C'est aussi utilisé par les solutions mutualisées que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais voilà, ça c'est pour votre culture. La plupart des banques qui possèdent de l'or les possèdent comme ça. Les plus petits investisseurs vont plutôt se tourner, eux, vers les lingots, justement qu'on connaît tous, les fameux lingots d'1 kilo, les 250 grammes, les 100 grammes, les 50 grammes comme je viens de vous montrer ici, les 10 grammes, etc., etc. Il y a aussi l'or papier. Important d'en parler parce que là aussi on est dans une aberration totale. Il y a des banques qui vendent, et il y a beaucoup de banques à l'époque, il y a des années, des grosses familles, des grosses banques qui ont fait fortune parce qu'elles vendaient de l'or qu'elles n'avaient pas. C'est-à-dire qu'elles vendaient, et elles vendent encore des certificats, un document qui dit que vous êtes propriétaire de tant de gold, donc ça peut être 1 kilo, 10 kilos, j'en sais rien, certificat. Et en fait, elles n'ont pas, la légende dit qu'elles n'ont pas cet or en réserve. Ça veut dire que le jour où il y a une vraie crise, où il y a un bank run, où il y a des gens qui vont tous dire moi je veux mon or, c'est écrit là que j'ai 1 kilo, que j'ai 10 kilos, que j'ai 100 kilos, je sais pas, mais je dis à hasard, mais je veux récupérer mon or, j'estime que là on est dans la merde, si je puis me permettre, parce que vu que les banques n'ont pas les vraies réserves de ce qu'elles ont vendu, la légende dit que c'est 10% à peu près, là ça risque de craindre. Alors justement, pourquoi j'ai acheté de l'or physique et pas de l'or papier, c'est parce que quelle que soit la méthode de conservation, il est là. Vous avez aussi les contrats futurs que vous connaissez, les trackers, les CFD. J'ai fait une petite faute d'orthographe, pas les CFS, les CFD. Chez eToro, on peut très bien, si on veut acheter de l'or comme ça. Et aussi, une manière de diversifier, pourquoi pas ces investissements, c'est d'acheter des actions minières, qui peut être une solution. Pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter de l'or physique, on peut diversifier comme ça. Alors, pourquoi il est important de détenir de l'or? Alors, évidemment, le premier argument, c'est que l'or a déjà prouvé, il l'a prouvé depuis des millénaires, son rôle de protection, son rôle de valeur refuge. C'est la seule, finalement, forme de monnaie qui n'a jamais été détruite en 5000 ans.
Aujourd'hui, l'or est encore en train, ça c'est le deuxième argument, de retrouver son statut historique de monnaie. Pendant 2000 ans, la monnaie était constituée de pièces d'or. Depuis 1971 et cette fameuse loi de Nixon et la fin du standard or, on est dans une expérience, encore une fois, de papier, de monnaie qui est non convertible en actifs tangibles. Toutes ces expériences-là ont échoué d'après l'histoire. Donc voilà, d'après les expériences, ces expériences-là durent 27 ans. La monnaie, l'histoire du dollar dure depuis 40 ans. Et les plus pessimistes d'entre nous disent que nous vivons la fin de cette expérience. Ça, c'est un peu pour vous faire peur, mais c'est vrai qu'on est peut-être à la fin de la forme de monnaie actuelle. Finalement, le marché de l'or, il est tout petit. Même si tout le monde en a, que ce soit des bagues, des bijoux, l'or physique ou autre. Finalement, si on réunit tout l'or fabriqué, extrait depuis la nuit des temps, donc depuis toujours, ça représente un cube de 20 mètres de côté. C'est très très peu. C'est très très peu, 20 mètres sur 20 mètres sur 20 mètres. Vous avez vu ce que ça représente? Ça fait 8000 mètres cubes. C'est vraiment tout petit. Ça pourrait presque tenir dans le rond central d'un stade de foot. Finalement, ça, c'est tout l'or fabriqué et extrait depuis la nuit des temps. Donc, si demain, il y a une vraie grosse crise, pire que celle de 2008, et qu'il y a une vraie demande, un afflux massif des gros capitaux vers l'or pour se protéger, parce que la plupart des investisseurs des grosses banques se protègent aussi en or, eh bien, on va avoir un or qui va tout péter. Ça, c'est le troisième argument. Donc, beaucoup parlent du Bitcoin, beaucoup parlent d'un Bitcoin à 100 000 $. Pourquoi pas? Mais n'oubliez pas le number one qui, pour moi, est le gold. L'augmentation de la production d'or par les sociétés minières n'est pas envisageable. La demande est plus importante que l'offre. Et le fameux crédit crunch, la crise de 2008, elle a aggravé la possibilité pour les sociétés productrices d'or de financer de nouveaux projets. Donc, ce qui se dit, c'est que y a des mines, il y a toujours eu plein de mines d'or. Moi, j'ai ma femme qui est péruvienne. Au Pérou, c'est un des plus gros producteurs d'or. Il y a des mines partout. Maintenant, elles n'ont pas la possibilité de s'agrandir et finalement, ça reste un produit finalement en quantité limitée. Argument numéro 5, c'est la destruction des équilibres budgétaires des gouvernements et l'implantation des politiques de taux d'intérêt à taux zéro, donc ce que font les banques centrales depuis des années. Elles ont de grandes chances de voir se concrétiser ce qu'on appelle une période d'hyperinflation. Vous connaissez peut-être pas encore le mécanisme, mais plus les taux d'intérêt d'une monnaie sont faibles, mais plus finalement il y a un accès au crédit, il y a un accès à l'investissement au départ qui va permettre de relancer l'économie, mais finalement ça va créer ce qu'on appelle de l'inflation, parce que si les gens ont plus d'argent, s'il y a beaucoup plus de quantité d'argent dans un même lieu, finalement les prix vont avoir tendance à monter, et donc ça crée de l'inflation. Et finalement, en imprimant des milliards chaque année, eh bien, ces banques centrales ont créé de l'inflation. Donc, elles ont un peu calmé le jeu. La Fed, l'année dernière, a eu tendance à lever un peu les taux pour justement essayer de contrôler ça. Mais on a quand même un très gros risque d'hyperinflation, comme ce qui s'est passé par exemple au Venezuela, où quelque chose qui coûtait 10 s'est retrouvé quelques mois après à coûter 100 000 de la même monnaie. Donc, c'est ça de l'hyperinflation. Et donc, quand une quantité plus importante de monnaie se répand sur une même quantité de produits, tous les prix augmentent, générant de l'inflation. Et la seule façon de se protéger de l'inflation, c'est d'acheter de l'or. Pourquoi? Si vous mettez 10 000 € de côté, même si vous les mettez sous votre matelas, admettons, demain, vous avez 10 000 €, tu as fait un business, tu as gagné sur un compte de trading, je ne sais pas, tu as retiré ton salaire, quoi qu'il en soit, tu as 10 000 €. Même si tu ne fais pas confiance au système bancaire, mais tu dis, je vais les enterrer dans mon jardin ou je vais les planquer sous mon matelas. Bien, s'il y a de l'hyperinflation, tes 10 000 €, ils ne vaudront plus rien. Puisque si 1 euro d'aujourd'hui, si pour acheter quelque chose qui coûte 1 euro aujourd'hui, la baguette de pain par exemple, dans 5 ans elle vaut 50 parce qu'il y a de l'hyperinflation, tes 10 000 €, ils ne valent plus grand chose. Si tu les laisses sur un livret A, même s'il te rémunère 1%, ou même une assurance vie à 2% ou 3%, mais qu'il y a une inflation de 3% ou 4% par an, tu perds des sous. Ça, il faut le savoir, les gens ne le comprennent pas toujours. Mais il faut toujours essayer au moins de battre l'inflation. Et du coup, la seule façon de se protéger, alors peut-être par le Bitcoin, c'est pour ça aussi que je pense que le Bitcoin augmentera tout naturellement, parce que vu qu'il est corrélé et qu'il est comparé au dollar, eh bien s'il y a de l'inflation, de l'hyperinflation, son prix montera obligatoirement. Mais vu que le dollar ne vaudra plus rien ou moins qu'aujourd'hui, finalement, ça n'aura aucun impact. Alors que le gold, c'est assez différent. C'est vraiment ce qu'on appelle une valeur refuge. Les produits dérivés, tout ce qui est subprimes, etc., ce que Warren Buffett appelle les armes de destruction massive, rendent la situation financière des banques très instable. Les produits dérivés représentent 16 fois le PIB mondial en exposition. S'il y a une explosion de ça, ça peut vraiment
encore une fois, provoquer la faillite du système financier. Et une façon de se protéger, c'est d'acheter du gold. La prise de conscience croissante du fait que de nombreux émetteurs de produits financiers permettant d'investir dans l'or n'ont pas les quantités d'or physique qu'ils prétendent. Et là, il existerait 100 fois plus d'or papier vendu via des certificats papier que ce qu'il n'existe réellement d'or physique dans les coffres des banques, en fait, il faut le dire. Donc encore une fois, ce que je dis, c'est n'investissez que dans l'or physique que vous détenez vous en compte propre. Ne vous exposez pas au risque de défaillance de contrepartie. Vous avez vu, je l'ai dit, il y a à peu près 10% finalement réellement de l'or qui a été vendu par les banques. Donc c'est facile. Moi, imaginez demain, je vous dis, bon les gars, j'ai 50 grammes d'or à vendre. Je vous le vends par morceau de 10 grammes. Mais au lieu de vous l'envoyer à la maison, je vous fais un petit certificat comme quoi vous avez 10% 10 grammes sur mes 50 grammes. Et imagine, au lieu de l'en vendre 5, j'en vends 50. Je vais me faire un max d'oseille. C'est le système qu'a fait Madoff finalement. Donc s'il n'y a qu'un mec qui me dit ouais je veux récupérer mon gold, ça va, je coupe un morceau, il n'y a pas de problème. Par contre si vous en avez 25 ou 30 ou 40 qui demandent à récupérer leur or, là je suis mal. C'est exactement ce qu'a fait Madoff et c'est exactement ce qu'ont fait les banques. L'or est extrêmement sous-évalué en relation aux montants colossaux de monnaie papier imprimée. Si comme certains analystes l'anticipent, nous nous dirigeons vers une période d'hyperinflation, la monnaie sera détruite et son pouvoir d'achat avec. Donc encore une fois, on est un peu pessimiste, mais c'est la réalité des choses. Ceux qui détiendront des euros, des dollars ou toute forme d'autre de monnaie perdront une partie de leur pouvoir d'achat. Encore une fois, je reparle de l'exemple des 10 000 que tu as sous ton oreiller. Si ça ne vaut plus rien, tu as perdu ton pouvoir d'achat. Le ratio or Dow Jones permet de juger du niveau de valorisation de l'or sur le long terme. En général, le ratio cours de l'or, cours du Dow Jones est compris entre 1 et 2 historiquement. Aujourd'hui, alors c'était en novembre 2016 que j'ai trouvé ce petit article, mais c'est encore pire aujourd'hui puisque le Dow Jones est beaucoup plus haut. Le ratio est de 15. Donc ça veut dire que clairement l'or est sous-évalué encore aujourd'hui par rapport aux actions. On va faire une analyse graphique bien sûr un petit peu plus tard. Mais s'il y a là une chute des bourses mondiales et une chute de l'immobilier, eh bien évidemment l'or est encore aujourd'hui hyper sous-évalué. La demande en or en tant qu'investissement s'accélère. Moi je le constate aussi au quotidien avec mes clients, avec les gens qui nous suivent, les gens qui nous accompagnent depuis des années. On est vraiment encore au début du phénomène. Alors il y a eu une première vague, je ne sais pas si vous vous rappelez des pubs avec toutes ces sociétés de rachat d'or. Il y avait même des boutiques qui poussaient un peu partout. Elles ont été remplacées aujourd'hui par des boutiques de serment cigarettes électroniques. Elles seront remplacées demain par peut-être des boutiques de je ne sais quoi. Mais il y avait eu déjà une première vague après la crise. Vous vous rappelez en plus, ils vous la mettaient, ils nous la mettaient parce que peut-être que moi j'ai pas vendu d'or, mais je vais me mettre avec vous. Ils vous achetaient ça à 20, 30, 40% en dessous du prix du marché. Mais on est en tout cas aujourd'hui, très peu de personnes dans le monde possèdent vraiment de l'or physique dans leur portefeuille. Regardez autour de vous, même s'il faut rester très discret. Et quand on possède de l'or, à moins de vivre dans un lieu très sécurisé comme moi, posez la question à votre père, à votre mère, à votre soeur, à vos copains. Très peu de gens finalement ont de l'or physique. Il est impossible que l'or soit dans une bulle quand à peine 1% de l'épargne mondiale est investi en or. C'est en moyenne 15% historiquement de l'épargne mondiale qui a toujours été investie en or physique. Donc on ne peut pas parler de bulle, même si on est sur un très haut, on le voit sur le gold, on est sur 1500. Quand on prend un graphique comme ça en daily, on voit qu'on est quand même très très haut. Mais quand on prend en mensuel, on voit aussi qu'on est loin du top historique qu'on a eu juste après la crise des subprimes. Et on voit surtout qu'on est très loin d'une bulle parce que compte tenu de l'inflation, le cours peut, selon certains experts, valoir jusqu'à 7500 $ l'once, alors qu'aujourd'hui, on est à 1500. La chute du dollar comme monnaie de réserve est inévitable devant la dévaluation accélérée du dollar rendue possible par les politiques d'assouplissement monétaire. Tous les pays à fort excédent de réserves monétaires convertissent leur dollar en actifs tangibles, donc en or. Donc de nombreuses banques centrales, j'en ai parlé, la Russie, la Chine, le Brésil, convertissent leur dollar en or afin de se protéger et de préserver leur pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat de leurs réserves. On a une vraie fuite en ce moment. Ça dure même depuis plusieurs mois du dollar vers les actifs tangibles. Donc ça, c'est important à souligner. Les banques centrales sont acheteuses nettes d'or. Les banques centrales ne vendent plus d'or sur les marchés. Elles limitent l'offre. Elles achètent désormais de l'or afin de limiter leurs expositions à la baisse de pouvoir d'achat des monnaies qu'elles possèdent en réserve. Donc ça, encore une fois, je vous laisserai le PDF pour les fouiller sur Internet. Il y a pas mal de chiffres qui peuvent se trouver. Elles font le plein, tout simplement. Alors, c'est bien beau tout ça, Romain, tu lis ton PDF, c'est cool, mais clairement, comment on fait pour acheter de l'or? C'est quoi l'objectif et comment ça se passe? Alors, je vous ai fait 5-6 points. D'abord, on va parler de fiscalité. Je pense que c'est important. Avant de vous inviter à investir quelque part,
de vous parler de la fiscalité liée à cela. Je vais vous donner aussi un avis sur quel pourcentage de son portefeuille ou de son capital disponible ou de ses économies on doit consacrer à l'or physique. On va parler des deux plus représentés, donc les petits lingots et les pièces. Je vais vous donner aussi 2-3 astuces sur la pureté de l'or et comment éviter les contrefaçons. Comme ça, au moins, si après cette vidéo, vous allez dans une boutique acheter de l'or physique, même si c'est pour 500 euros, même moins, eh bien, vous aurez toutes les astuces pour vérifier que c'est bien de l'or et que vous ne fassiez pas en papaouter. Voilà, donc avant de vous donner le chiffre de la fiscalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de référence française au niveau du prix de l'or. Les boutiques en France, que ce soit les sites internet français, francophones, ou les vraies boutiques vont plutôt se baser sur le fixing du LBMA, il faut le savoir. Quand vous allez acheter de l'or dans une boutique sérieuse, il y a évidemment une commission. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous achetez une petite quantité, plus vous allez payer cher. Votre or, c'est normal. Et puis faites attention évidemment aux sociétés de rachat d'or. N'allez pas vendre votre or à des sociétés de rachat qui font de la réclame sur Internet ou à la télé. Vous savez, toutes ces sociétés qui font finalement vous rachètent ça à un prix 30% moins cher que le cours. Donc soyez très très vigilants. Donc au niveau de la fiscalité, il faut savoir que l'or n'est pas assujetti à la TVA. Donc l'argent, oui, mais l'or, non. Donc ça, c'est important. Attention, il faut que ce soit de l'or d'investissement. Donc que ce soit un lingot, clairement, ou les pièces d'or qui sont considérées comme pièces d'investissement. C'est-à-dire qu'elles doivent être frappées après 1800. Elles doivent avoir eu un cours légal dans le pays. Et il ne faut pas qu'elles soient vendues à un prix qui dépasse de plus de 80% la valeur sur le marché libre de l'or que contiennent les pièces. C'est-à-dire que si une pièce contient pour 100 euros d'or, par exemple, il ne faut pas qu'elle soit vendue plus de 180 euros, cette pièce. Sinon, elle ne sera pas considérée comme pièce d'investissement, mais comme pièce de collection. Et évidemment, il faut que la pureté de l'or soit supérieure ou égale à 900 millièmes. Moi, par exemple, les petits lingots, vous verrez, c'est 999,9, donc c'est la plus pureté des puretés des puretés. Si c'est en dessous, ce n'est pas considéré comme or d'investissement. Alors, vous avez le choix entre deux régimes de taxation quand vous allez vendre votre or. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui et que vous le vendez dans 10 ans, soit vous avez une taxe de 11,5 sur le montant de la transaction, finalement que vous vendiez votre or plus cher ou moins cher qu'à l'époque où vous l'avez acheté, vous avez le choix de choisir cette taxe-là. Ou alors, vous avez une taxe sur la plus-value de 36,2%. Donc c'est quand même beaucoup, c'est presque un tiers, avec un abattement de 5% par an dès la 3e année de détention. Et après 22 ans de détention, il n'y a plus d'impôt. Alors là, pour bénéficier de ça, il faut que vous justifiez du prix et de la date d'acquisition. C'est pour ça que moi, j'ai eu un certificat. Et demandez bien un certificat si vous achetez de l'or qui dit que vous êtes propriétaire de tel lingot, tel numéro, à telle date. OK ? Si vous stockez votre or hors de l'Union européenne, aujourd'hui il y a des solutions de stockage qui sont très intéressantes, vous n'aurez pas le choix d'opter, vous serez automatiquement prélevé de 36,2 et c'est même la société qui le déclarera directement aux impôts. À savoir, petite précision, je le redis, mais que l'argent, lui, est soumis à une TVA. Au niveau pourcentage, donc moi je considère, et on est plusieurs à être d'accord, qu'il faut mettre au moins 10% de ses économies, de son capital, de son portefeuille en gold. Voilà. Plusieurs spécialistes recommandent la détention d'or sous forme physique dans des coffres et surtout en dehors du système bancaire. Cet investissement sera toujours liquide, quelle que soit la crise qui vous empêchera d'avoir accès à d'autres actifs. Il n'y a pas meilleure façon de protéger son patrimoine. Il y a d'autres avis à prendre en compte selon votre situation personnelle, mais on considère au moins 10%. Il y a une des approches qui consiste à détenir, à varier son portefeuille et de couper les parts en 4 en fait, c'est-à-dire d'avoir de l'or physique, des obligations, des actions boursières et du cash en part égale de 25%. Donc, à savoir. Un sondage privé mené auprès des investisseurs américains dans les métaux précieux a cependant révélé que 30% d'entre eux allouaient jusqu'à 80% de leur portefeuille à l'or. Je parle aussi rapidement des différentes représentations. Donc d'abord les fameux lingots. Il faut savoir qu'il existe deux types de lingots, les fameux lingots d'investissement et les lingots frappés. Plusieurs experts vous diront que les lingots d'investissement ont les primes les plus faibles, mais constituent les meilleures façons d'investir dans les métaux précieux. Alors, évidemment, si vous êtes intéressé que par l'or, ce que contient le lingot, vous n'avez aucun intérêt à aller chercher des pièces de collection ou des motifs délicats. Vous allez vraiment choisir les lingots d'investissement qui sont les plus classiques comme ceux que j'ai derrière moi. Le principal avantage d'un lingot d'or, c'est son prix. Quand vous achetez des pièces, vous allez payer une prime à l'achat qui varie selon la valeur numismatique. C'est-à-dire que les pièces, elles ont une double cotation. Elles ont la cotation en valeur intrinsèque, en valeur or, plus une prime qui va être décidée, qui va être calculée en fonction de la rareté de la pièce, du temps qui a été pris pour
pour la fabriquer et finalement l'offre et la demande. Pour les lingots, il n'y a quasiment pas de prime, même si ça peut varier. Il y a certaines sociétés qui proposent des lingots dits frappés, qui sont donc bien dessinés, bien propres, bien lissés, avec des beaux dessins dessus, qui vont coûter un peu plus cher que les simples lingots coulés. Quelle est la taille idéale d'un lingot quand on veut investir? Alors la base de l'institution, c'est le lingot de 1 kg. Ça a été l'un des seuls lingots d'investissement produits par les raffineurs pendant des années, avant justement la vague, la première ruée en 2008. Il offre des avantages intéressants. C'est sa petite taille. Finalement, 1 kg, c'est pas si grand que ça. Et un prix qui correspond tout simplement pile poil à son poids. Après, vous avez le lingotin de 500 grammes. Bon, ça vaut déjà de l'oseille, hein, mais qui est un bon compromis entre les tout petits lingots que j'ai moi et le kilo. C'est vraiment apprécié des investisseurs parce qu'il y a une faible prime. Donc, il n'y a pas de surplus à acheter par rapport à son prix, sa valeur, et c'est pas forcément par contre pour tout le monde, parce que vous voyez, si vous prenez le prix d'un kilo, on va regarder aujourd'hui 1 kilo d'or. Un kilo d'or, ça vaut quand même à peu près 44 000 euros. Donc, il faut déjà avoir de l'oseille. Vous avez le lingot d'un 1 once pour commencer, c'est très bien quand on débute. C'est 30 grammes à peu près. C'est vraiment mieux qu'une pièce. Il n'y a pas de prime. Ce lingot, alors quand je dis prime, c'est pas de surplus à payer. Encore une fois, il faut bien comprendre. Ce lingot, il est vendu dans un petit packaging, un petit peu comme ça, pour le garder en bon état et surtout conserver sa valeur maximale lorsque vous voudrez le revendre. Et le lingotin de 20 grammes, il est là. Voilà, je suis fier, ouais, je les montre depuis tout à l'heure. Il est parfait en cadeau, il est produit par quasiment tous les raffineurs les plus connus. C'est facile à transporter, c'est pas fondu mais frappé et il y a un risque de perte vraiment minime de chez minime. Donc ça, c'est le top du top, j'estime moi, pour investir. Petite histoire sur les lingots justement, je fais une petite parenthèse sur les lingots moulés et frappés. Là, on a un lingot moulé, donc c'est directement voilà, dans un moule, ça n'a pas une forme toujours très claire. Paf, on vient mettre un coup de tampon là-dessus, terminé. Les lingots frappés, ça coûte un petit poil plus cher, il y a une prime, donc un petit peu plus élevée. Il y a la société Pamp, justement le raffineur Pamp qui a l'habitude de faire, c'est la référence des jolis lingots avec de jolis dessins, etc., etc. Bon, ça c'est pour se la péter un peu plus, quoi. Je vous parle rapidement des pièces aussi après, qui peut aussi correspondre à votre budget peut-être un peu plus. Il y a des pièces d'investissement et des pièces numismatiques. Les pièces d'investissement, mais elles sont achetées uniquement pour leur tenue en métal précieux et sont disponibles au meilleur prix. Alors que les pièces numismatiques, comme j'ai dit, elles peuvent avoir une réelle valeur intrinsèque, mais elles vont être plutôt recherchées pour leur rareté. Les pièces d'investissement sont frappées en grande quantité, elles ont une valeur nominale et elles remplissent les critères de métier précieux d'investissement. Les pièces numismatiques ont une prime supplémentaire et on les considère rares pour différentes raisons. Une des principales raisons pour laquelle certaines pièces ont une prime élevée, elles peuvent avoir été frappées en quantité limitée. Cependant, le fait d'être rare n'apporte pas forcément de la valeur. L'objet doit être désirable, il a besoin du marché. C'est là un peu le danger entre les deux, si je puis me permettre. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à fouiller, vous allez dire, tiens, au lieu d'acheter un petit lingot, je vais peut-être acheter une pièce. Et puis, je vais prendre une pièce d'investissement ou un lot de 10 pièces d'investissement. Et puis, à côté, je vais me faire plaisir. Tiens, et puis, il y a des gens, ils sont mordus comme ça. Ils arrivent dans un espèce de délire de collection. Et ce qui est un peu plus dangereux avec les pièces, c'est que certes, il y a des pièces qui ont des primes et les primes peuvent s'envoler. Le Napoléon, par exemple, justement, lors de la crise de 2008, il y a eu tellement une grande recherche de Napoléon à ce moment-là que la pièce pouvait valoir jusqu'à 2 fois le prix qu'elle contenait en or. Mais de l'autre côté, si vous vous plantez un peu dans votre achat et que vous achetez une pièce de collection, mais que si demain le marché des pièces de collection décide que cette pièce ne vaut plus rien, vous l'avez dans le baba. Donc faites très très attention. Je vous ai mis quelques exemples de pièces. Voilà, donc attention, les plus grands collectionneurs de pièces prennent des années à peaufiner leur savoir, c'est comme l'analyse technique. Il peut sembler facile de trouver des pièces rares, de les acheter ou de les vendre, mais il existe des subtilités. Donc voilà, faites attention aux éditions spéciales, aux trucs, aux machins. Il y a une légende qui dit qu'il y avait une pièce qui pouvait valoir jusqu'à 10 000 $ à cause de sa rareté, mais elle contenait que 10 $ d'argent. Donc voilà, faites vraiment attention, focalisez-vous, ça c'est un vrai conseil, sur la valeur du métal plutôt que sur les primes des pièces. Donc on parle des primes, les cours des pièces d'or courantes se fixent sur la base du cours de l'or international, mais selon les monnaies en or que vous avez achetées, il existe des nuances sur la valeur numismatique de la pièce. Dans le cas des tirages limités, il arrive que la pièce vaille bien plus que l'or contenu. On appelle ça alors des primes. La pièce négociée avec un prix proche du cours de l'or sont plutôt négociées par les investisseurs, alors que celles qui supportent des primes sont plutôt recherchées par les collectionneurs qui vont chercher la rareté. Donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser, mais encore une fois, si on veut vraiment juste faire un investissement, on va plutôt se tourner vers les pièces d'investissement.
où je vous parle de la fabrication des pièces, la spéculation sur les pièces, etc., etc. Donc faites attention, en France, la TVA s'applique sur les ventes d'or pour les pièces dont la prime est supérieure ou égale à 80%. On parle de la collection, de l'emplacement géographique, des conservations. Encore une fois, si vous voulez le PDF, je vous le mets dans la description. Et je vous donne des exemples de pièces justement qui avaient été vendues jusqu'à 15, 20 ou 30% de plus que leur prix. Et je vous explique le calcul et je vous mets quelques exemples de pièces assez incontournables. La pièce la plus connue, je crois que c'est le 20 francs Napoléon, qui est la pièce d'or par excellence. Peut-être que vous avez un grand-père qui vous en a donné quand vous étiez petit. Voilà, c'est dans l'esprit des Français la pièce qui a le plus de liens avec le louis d'or. C'est l'une des pièces les plus conservées au monde, majoritairement d'ailleurs par les Français. Cette catégorie de pièces est facile à trouver parce qu'il y en a de nombreuses et là elle est plutôt cotée sur justement sa valeur, sa quantité d'or. Il y a le 50 pesos or qui est une pièce qui avait été créée pour fêter le centenaire de l'indépendance du Mexique. Ça s'appelle un centenario. Ça aussi, ça contient 41,66 grammes d'or. C'est de l'or à 900% et ça c'est un très très bel investissement également. Ça prend pas trop de place. Vous avez ensuite la pièce la plus frappée, la plus achetée aujourd'hui, qui est une pièce américaine. Voilà, elle affiche 50 $ en valeur, c'est écrit 50 $ dessus, mais évidemment personne ne la négociera à ce prix-là. Ça vaut beaucoup plus. Et vous avez la pièce canadienne, qui elle est très connue, mais qui a la particularité d'être toujours très très pure. Donc voilà, je vous ai mis 4 pièces qui sont très très intéressantes et elle peut aller jusqu'à 999,99% d'or. Donc c'est vraiment le top du top, cette fameuse pièce canadienne. Donc 4 pièces intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous intéresser. Voilà la pièce qui ne vaut pas évidemment 50 $, mais 50 $ américaines, le Canada, le pesos et le franc napoléonien, les 20 francs Napoléon. Au moment d'acheter des métaux précieux, il est essentiel de considérer la pureté du lingot. Ça peut sembler pointilleux, mais une légère différence de pureté peut représenter une importance de valeur. Donc là, encore une fois, je vous parle rapidement des différentes puretés que vous pouvez trouver. Allez pas m'acheter de l'or sous le manteau, mais on parle souvent en carats pour l'or. La pureté de l'or est définie par l'industrie des métaux précieux en carats. Plutôt, c'est tout ce qui est joaillerie. Mais lorsqu'on achète un lingot, on ne parle pas en carats, on parle en pureté. Voilà. On parle en pourcentage. Donc 995, c'est une pureté qu'on retrouve dans les très gros lingots. C'est la pureté minimale requise par la LBMA pour être considérée comme good delivery. 999, 999,9, c'est ce que j'ai moi sur mes petits lingots. C'est la pureté la plus souvent retrouvée dans les métaux précieux. Les pièces Maple Leaf de la monnaie royale canadienne, justement, sont encore produites avec cette pureté. 999,99, c'est la degré de pureté d'or le plus élevé. La monnaie royale canadienne frappe encore des pièces commémoratives de cette pureté. Et ensuite, vous avez 999,999. Il n'y a plus rien qui est produit à une telle pureté aujourd'hui, mais ça avait déjà été atteint par la monnaie de Perth. Donc voilà, faites attention à la pureté de l'or. En général, il faut bien que ce soit écrit 999,9 sur vos petits lingots. Comment éviter les arnaques quand on veut acheter du gold? Il y a toujours évidemment des arnaques. Alors il y a les faussaires à l'époque qui avaient réussi à inventer un produit qui transformait n'importe quel métal en faux or. Moi je vous donne quelques règles pour éviter les pièges. Si vous allez acheter votre or sur internet, vérifiez que le site internet travaille avec des raffineries qui sont certifiées par la LBMA. Voilà, avec des normes qui sont exigées par tout ça dans la liste Good Delivery. Donc il y a Metalor, UBS, PAMP, Crédit Suisse, Emerald Meul, donc je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais par exemple, moi, la société qui a fondu ces lingots, c'est Semsa JP, c'est une société espagnole, fait partie de Emerald Meul Group, c'est écrit là-dessus. Donc vous avez une liste, vous pouvez travailler, vous pouvez aller voir sur les différents sites internet. Par exemple, un site dans lequel je me suis pas mal inspiré, c'est or.fr, qui vous donne beaucoup d'astuces. Justement, vous parle de tout ça. Test magnétique, alors l'or n'est pas magnétique, alors vous allez pouvoir utiliser un aimant si jamais vous avez un jour un copain qui achète une énorme bague qui vous fait croire que c'est de l'or. Eh bien, si vous mettez un petit aimant et que l'aimant fonctionne, c'est que c'est pas de l'or. Maintenant, il y a de l'or de contrefaçon qui peut être non magnétique, donc voilà, faites attention. Il y a le test des gratinures, vous avez peut-être déjà vu des gens qui frottaient une bague sur quelque chose sur du céramique non émaillé. Le but est de passer votre lingot ou votre pièce sur la plaque pour égratiner sa surface. Si l'égratignure est noire ou grise, votre or est faux. Si l'égratignure est couleur or, le produit est authentique. Donc on a déjà vu pour voir si c'est du vrai or frotté comme ça. Le test à l'acide, alors ça c'est un peu différent. Avec l'acide nitrique, ça peut être dangereux, mais il vaut mieux laisser les pros faire ça, mais c'est l'idéal pour tester la pureté de l'or.
Mordre dans l'or, comme vous l'avez déjà vu aux Jeux Olympiques, c'est une tradition, mais ce n'est pas un test fiable. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'en fait, la légende dit que l'or était mou et c'est pour ça que les athlètes croquaient dans leur médaille d'or pour vérifier si c'était vraiment de l'or. Mais en fait, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que les gens mordaient l'or pour le tester, mais la vraie raison, c'est parce que le plomb était utilisé pour contrefaire l'or à l'époque. Et vu que le plomb est encore plus mou que l'or, c'est comme ça qu'ils pourraient vérifier. En fait, ils vérifiaient que le métal était bien dur et pas l'inverse. Évitez évidemment d'aller acheter votre or sur des sites de particuliers, Le Bon Coin, Paru Vendu, j'en sais rien, eBay. Évidemment, encore moins dans la rue sous le manteau à quelqu'un. Si quelqu'un vous propose une remise trop importante sur du gold, ça doit vous paraître suspect. Vu que l'or n'est pas difficile à vendre en soi, il n'y a aucune raison de vous faire une remise. Sachez-le, même si vous avez une commission que vous allez payer dans le magasin, dans la boutique officielle en question, il suffit que le gold prenne quelques pourcents pour retrouver votre prix, donc vous inquiétez pas. Les petits lingots, si un jour vous achetez des petits lingots comme moi, vous êtes vendu dans un emballage bien spécifique, fermé, numéroté, ça c'est important. Donc moi j'ai failli l'ouvrir hier et du coup j'aurais perdu la valeur de mon lingot. Et sachez que le paiement en liquide est interdit par la loi en France et surtout le rachat en liquide est interdit. Dernière chose, où stocker son or, ça c'est très important et la réponse c'est surtout en dehors du système bancaire. Il existe plusieurs risques de stockage en milieu bancaire. Votre banque, elle peut faire faillite, vu qu'on est quand même dans cet esprit-là. Fermeture de la banque, confiscation, c'est déjà arrivé. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Le but, quand on investit dans l'or, c'est de se prémunir contre un risque et contre une fermeture ou un effondrement du système financier actuel. Si on va cacher ou planquer son or à la banque, ça n'a aucun intérêt. C'est comme si tu achetais des bitcoins et tu donnais ta clé Ledger et tous tes codes à ton banquier. Donc détenir de l'or en milieu bancaire, s'il y a une fermeture de la banque, parce qu'il y a une crise, si la banque fait faillite, comme ce qui est déjà arrivé en Argentine, eh bien vous n'allez pas pouvoir avoir votre or à portée de la main. Et donc vous ne pourrez pas subvenir à vos besoins alors que c'était votre investissement, c'était votre idée de départ. Donc faites attention, si demain tout est bloqué, on parle de ça, et ça peut arriver, c'est arrivé en Grèce, ça peut arriver aussi demain en Europe, par ici en France, en Andorre, j'en sais rien. C'est vraiment le risque de faillite bancaire est quand même à prendre très au sérieux. La solution, si vous n'en avez pas trop, n'allez pas planquer votre or sous le matelas. Le stockage à domicile peut être une première solution. Alors évidemment, il y a des inconvénients, c'est qu'on peut se faire cambrioler, on peut se faire voler. Si vous avez une femme de ménage, si vous avez des gens qui viennent à la maison, des amis, on ne sait jamais. Donc si vous avez une petite quantité d'or, par exemple entre 5 000 et 10 000 euros comme moi, eh bien, vous pouvez investir dans un coffre-fort. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Surtout ne le cachez pas dans votre jardin ou ne le cachez pas à un endroit où seulement vous le savez. Parce qu'imaginez que vous achetez de l'or, vous le cachez quelque part et demain il vous se passe quelque chose, vous décédez. Non mais il faut en parler. Et que personne ne sait où est votre or. Ça n'a eu aucun intérêt à votre investissement. Donc moi j'estime qu'entre 5 et 10 000 euros, c'est bien de le mettre dans un coffre. Si vous en avez plus, vu qu'il ne faut pas le mettre chez soi et vu qu'il ne faut pas le mettre à la banque, il y a une des solutions qui est vraiment géniale, c'est les solutions de stockage. Les solutions de stockage, c'est génial parce que les lingots sont détenus par vous-même à 100%. Vous avez un contrôle direct et total sur les lingots. Vous avez un certificat de stockage et vous avez une liste complète. C'est comme un titre de propriété un petit peu. Vous avez un compte de stockage qui est ouvert à votre nom auprès de la société de stockage. Il stocke à votre nom propre, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes connu de la société de stockage, donc vous pouvez venir chercher votre or, le voir, le caresser, l'embrasser, faites comme vous voulez. Mais c'est une vraie solution alternative en plus qui n'est pas très coûteuse. J'ai pris le leader du marché. Vous voyez, ça coûte 1,5% de la valeur de votre or. Donc ça reste tranquille, c'est pas énorme. Et plus on a d'or, moins c'est élevé. Si vous avez 111 d'or, ce qui fait à peu près 3 kilos, ça vous coûte 1,20%. Donc ça reste une bonne solution. Même si vous en avez moins, si vous en avez pour 10 000 euros par exemple, ça va vous coûter 110 euros plus 1,5 de 10 000, donc plus 1500, plus 150, ça va vous coûter 260 euros, ce qui est moins cher finalement qu'un coffre. Et en plus, c'est en totale sécurité. Donc ça, c'est une belle petite solution pour vous qui peut vous permettre d'acheter de l'or sans d'avoir à stocker à la maison parce que ça craint ou parce que vous n'avez pas envie de le stocker ici. Pour résumer, pour cette vidéo, elle était un petit peu longue. Ça fait quelques minutes qu'on est ensemble, mais privilégiez, si vous voulez investir dans le gold, l'or physique. Les petits lingots et les pièces d'investissement uniquement sont idéales pour commencer à investir dans le gold.
Ne cachez pas votre or à la maison, privilégiez des solutions de stockage dédiées. N'achetez pas n'importe où. Internet regorge d'arnaques, privilégiez des acteurs reconnus qui travaillent avec des raffineries certifiées LBMA. N'achetez jamais hors du circuit officiel. Vérifiez les cours de l'or avant de l'acheter pour éviter de vous faire enfler. Et pensez à diversifier avec des actions minières ou d'autres produits dérivés si vous voulez vraiment équilibrer au maximum le risque. Et évidemment, si demain vous m'écoutez et vous achetez de l'or, eh bien n'en parlez pas à trop de monde non plus, hein, ça va susciter les convoitises. Alors pour faire un petit point sur le gold, justement, moi ce qui est très intéressant, ce que je pense, alors on est évidemment en tendance très haussière. Pourquoi j'en ai acheté hier? Alors on a une belle petite zone de polarité ici qui avait fait résistance, support et support justement en 2012, qui a été résistance là dernièrement sur le dernier pic. Mais on a un très très beau signal de sortie de consolidation. Regardez, je vous montre. Il y a eu la dernière phase de hausse ici et la dernière accélération exactement ici. On est venu corriger pile poil, graphiquement parlant, 50% et on a été faire une petite touchette au 61,8. Et surtout, ce qui est très 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 intéressant, graphiquement parlant encore une fois, c'est qu'on est sorti, et on confirme aujourd'hui la sortie, du biseau. Donc qui est une figure de continuation haussière et qui est un signal extrêmement fort. Donc moi j'ai acheté hier parce qu'on sortait de cette figure-là. On cassait en même temps le pivot mensuel. On a un premier objectif qui est assez court terme, 1560. Mais si ça passe, eh bien je pense qu'on peut aller à court terme, on parle de quelques semaines, au moins sur 1800 $. Donc voilà pourquoi vous pouvez faire un beau profit en termes de pourcentage. Hein. Regardez, c'est quand même pas dégueulasse. Donc encore une fois, il n'y a rien qui est garanti. Mais on parle déjà de 18 à 20% à rien faire finalement. Avec quelque chose dont la valeur ne pourra, même si le graphique baisse un peu, finalement n'est pas soumis à l'inflation ou à l'hyperinflation et va vous protéger et va vous permettre de diversifier. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez-moi un pouce bleu. C'est l'une des premières formats de vidéo à la mode, un peu c'est pas sorcier, même si je ressemble pas forcément à Jamy. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. J'espère que vous allez acheter un petit peu d'or suite à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mettre une petite question, une petite remarque sur ce que vous avez pensé. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos sur le sujet, peut-être un jour expliquer les rouages de la bourse, pourquoi, les actions, comment ça fonctionne, l'immobilier, j'en sais rien. On va peut-être pouvoir faire d'autres programmes. Mais mettez-moi un avis. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous, ciao!